Les artistes de l'Est, lorsque j'ai entendu cette brève sur France Inter, je ne connaissais ni leur nom, ni leur adresse, ni leur existence, simplement leur désir de vouloir faire ce mur sur la face Est. Eh bien, ce mur de Berlin, je découvre que l'étanchéité politique était tellement forte qu'il venait d'avoir une deuxième face. J'ai donc décidé à 21h d'aider ces artistes de l'Est, comme je le fais régulièrement pour les artistes de l'Ouest. C'est ce désir, cet appel auquel j'ai répondu en livrant le lendemain matin 2 tonnes de peinture. Le communisme a tué beaucoup de choses, mais n'a pas tué la liberté de penser et l'impertinence. Et il a peint sur ce mur des lapins. Pourquoi ? Parce que sur le côté est, il y avait un grand no man's land avant le mur, et dans ce no man's land, comme très souvent, il y a des lapins qui prolifèrent. Et les Allemands s'amusaient à tirer des lapins pour s'occuper, ou de temps en temps à tirer des hommes quand ils voulaient essayer de franchir le mur. Et donc Pützmann a peint le drapeau allemand avec des lapins, en disant « ça y est, la chasse aux lapins est ouverte ». Sous-entendu, quand vous entendrez « pan », ce sera définitivement un lapin et plus un homme. Ich bin ein Berliner. It is complete independence that we want. I have a dream. Berlin, fin des années 80. Un mur de béton sépare en deux l'ancienne capitale des rois de Prusse, traumatisée par de longues années de guerre froide. Des soldats montent la garde derrière les barbelés. Des chiens patrouillent. Du haut des miradors, les projecteurs trouent la nuit d'une lumière glaciale. Et soudain, sans que rien vraiment ne puisse le laisser présager, dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, c'est le choc. Prenant court les dirigeants est-allemands, les Berlinois, dans un élan de liberté irrésistible et une atmosphère de liesse incroyable, bousculent les gardes débordés et prennent d'assaut pacifiquement le mur séparant Berlin-Ouest de Berlin-Est. Le mur de Berlin a vécu. Le bloc communiste du pacte de Varsovie ne lui survivra plus bien longtemps. L'URSS elle-même va bientôt imploser en une multitude d'États indépendants. La chute du mur de Berlin et ses conséquences ont fait basculer totalement l'équilibre des forces et des relations diplomatiques en Europe et dans le monde entier. C'est le début de l'explosion du bloc communiste. Cette nuit-là, tout a changé. C'est pour beaucoup d'historiens la fin de la guerre froide et la fin d'une menace pour l'Europe. Mais pour bien comprendre tout ce qui s'est passé, revivons étape par étape tous ces événements. 8 mai 1945. La guerre à l'Ouest est terminée. Hitler est vaincu et s'est donné la mort. Les Soviétiques ont pris Berlin. La ville n'est plus qu'un champ de ruines. Les Soviétiques sont arrivés à Berlin, bien sûr, avant les Alliés occidentaux. Et chacun sait que ça a été une période très dure pour les Berlinois qui ont beaucoup souffert, en effet, d'une prise en main très brutale par les Soviétiques, mais évidemment à la mesure, il faut le dire aussi, de ce qu'avait enduré le peuple soviétique pendant cette guerre absolument dévastatrice pour l'URSS. Le partage de l'Allemagne par les vainqueurs, décidé peu de temps avant à Yalta, peut commencer. Les Soviétiques refusant de rendre les territoires conquis, la ligne Oder-Neisse est finalement acceptée par tous comme délimitation entre les puissances alliées et les forces russes. Les frontières entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest résultent des résultats directs de la Seconde Guerre mondiale, à savoir l'état de l'avancée de part et d'autre, plus quelques transactions politiques entre l'Est et l'Ouest, entre Moscou et Washington et surtout Londres d'un autre côté, et aboutissant finalement à ce que la ligne Oder-Neisse, du nom des deux rivières en question, soit utilisée comme frontière. Un point reste encore à régler. Le sort de Berlin, symbole de la victoire et enjeu de propagande majeure. Les tractations sont difficiles.
Français, Anglais et Américains exigent que le contrôle de Berlin soit partagé équitablement. Les Soviétiques refusent tout d'abord, mais cèdent finalement devant la détermination des puissances occidentales, et la ville est bientôt partagée en 4 zones d'occupation distinctes. Rapidement, le torchon brûle entre alliés de la veille. La guerre froide a commencé. Le rideau de fer, comme va le nommer Winston Churchill, isolant les pays sous domination communiste du reste de l'Europe, va rapidement se mettre en place. Ce que Churchill a voulu dire en lançant cette expression en mars 1946, en tout cas dans le public, il avait déjà employé dans un message qu'il avait envoyé au président américain l'année précédente, c'est que lorsqu'il dit que le rideau de fer est tombé sur l'Europe de l'Est, entre Stettin et Trieste, il veut dire par là que, eh bien, au fond, la partie de l'Europe de l'Est qui est sous la domination soviétique est désormais coupée du monde et privée en quelque sorte des libertés les plus élémentaires. 2 nouveaux blocs sont maintenant clairement identifiés. D'un côté, les Soviétiques et leurs camarades des pays communistes appelés également le bloc de l'Est, car étant installés à l'Est de l'Europe. De l'autre, ceux que l'on continue à définir du terme générique les Alliés, et qui refusent clairement l'adhésion au régime communiste, appelé par opposition et logiquement le bloc de l'Ouest. Finalement, la conférence de Yalta autorise des élections libres dans ces pays. Or, ils sont truqués par les communistes prennent le pouvoir, et c'est là que les Occidentaux s'aperçoivent qu'il n'y aura pas de démocratie dans ces pays. Et là commence la vraie guerre froide, c'est les années 48, 49, 50 en fait. Le Grand Berlin est une partie de la zone d'occupation soviétique à l'est de l'Allemagne. Et donc se trouve isolé de l'Allemagne occidentale où sont présents les Américains, les Britanniques et les Français. Et se pose donc immédiatement après la guerre la question de l'accès à Berlin par les Américains, les Britanniques et les Français. Et c'est l'origine de la crise de Berlin de 1948-1949. Le 24 juin 1948, Staline, à la tête de la puissante Union soviétique, ordonne un blocus terrestre total de la ville pour tenter d'empêcher les Alliés de fusionner leur zone à Berlin. La ville est coupée du monde. Plus rien ne rentre ni ne sort par la voie terrestre. L'Union soviétique décide de fermer les voies terrestres d'accès à Berlin, c'est-à-dire que par accord entre les différentes puissances occupantes, des routes et des chemins de fer étaient considérés comme zone internationale et permettaient de lier l'Allemagne de l'Ouest à Berlin-Ouest. Et lorsque ces voies de passage sont fermées, l'approvisionnement de Berlin-Ouest, approvisionnement en charbon, en pétrole, en nourriture, est bien évidemment fermé. La réponse des Alliés est immédiate. Pendant plus de 11 mois, un gigantesque pont aérien avec plus de 800 vols par jour va constamment ravitailler les Berlinois en vivres et denrées de toutes sortes. Les Occidentaux ont réussi à négocier avec les Soviétiques pour faire des couloirs, pour pouvoir faire passer leurs avions. Ils ont accepté en se disant, bon, ils ne pourront pas en mettre beaucoup. Et en fait, tous les avions militaires de la dernière guerre ont été réquisitionnés pour aller se poser sur ces terrains neutres qui se posaient à un avion toutes les minutes. Staline fait une erreur monumentale en considérant que les Alliés ne désirent pas réagir à la fermeture des voies d'accès routières et ferroviaires à la ville. Les Alliés, en réalité, mettent très rapidement en place l'opération Vittels et, par ce biais, ravitaillent la ville en combustible, mais aussi en nourriture. Le pont aérien devient dans ce cadre-là un élément absolument central d'une gigantesque partie de bras de fer idéologico-politique entre l'Union soviétique et les Alliés. Ces avions utilisent des moteurs en étoile, des Pratt & Whitney, qui étaient produits à des dizaines de milliers d'exemplaires, notamment pendant la guerre, extrêmement solides, pratiquement les plus puissants qu'on ait jamais fait, qui dépassent 2000 chevaux. Et du coup, ils emmènent une charge assez importante sur un avion comme celui-ci, qui alimentait le mur de Berlin. On emmenait facilement 2 tonnes et demie, donc c'est pas ridicule. Amener un maximum de matériel, c'est des centaines de tonnes, c'est tous les jours, sans arrêt. Ça coûte d'ailleurs très cher. Il faut dire qu'à l'époque, le pétrole n'était pas cher, les avions étaient disponibles, les équipages aussi. Mais il fallait sans arrêt amener. Vous imaginez ce que c'est les fournitures de première nécessité, les vêtements, alimenter les magasins. Enfin bon,
pour mener une vie quasi normale sur une ville quand même qui à l'époque devait faire à peu près 4 ou 5 millions d'habitants, il faut quand même débotter beaucoup de matériel. Devant la détermination des Alliés, le 25 avril 1949, les Soviétiques lèvent les barrages. Le blocus a échoué. Fin 1949, la RFA, République fédérale allemande à l'ouest, et la RDA, République démocratique allemande à l'est, sont créées. Mais Berlin reste toujours sous contrôle international. L'aéroport de Berlin-Ouest devient ainsi le seul point possible pour rejoindre ou pour quitter Berlin. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir donc du printemps 1949 et de l'automne 1949, pour la RFA, la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande, existent donc deux États allemands, deux États séparés et même de plus en plus antagonistes. Et entre ces deux États, il y a au fond très peu de possibilités de circulation. À une exception près, c'est la situation de Berlin justement. Car Berlin continue de fonctionner en gros au quotidien comme un ensemble, disons, uni, en tout cas sans vraie division, sans division en termes de circulation, sans empêchement de circuler entre les deux parties de la ville, alors que les deux Allemagnes sont elles-mêmes divisées. En 1953, il y a une révolte des Allemands contre l'occupation russe, et plus exactement contre les conditions économiques, sociales qui sont imposées aux Allemands par les Russes. Cette révolte est violemment réprimée par les chars soviétiques. Ça, c'est le prélude, parce que c'est en 1953. Le mur, lui, sera construit en 1961 seulement. Et pendant toute cette période, entre 1953 et 1961, on voit l'influence soviétique se renforcer, et les gens de plus en plus cherchent à fuir cette réalité. Et justement, pendant toute cette période, la partie orientale de l'Allemagne se vide de ses citoyens. Jusqu'en 1961, environ 3 600 000 Allemands de l'Est vont ainsi passer à l'Ouest. Plus de la moitié franchissent la frontière entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, puis prennent l'avion pour l'Ouest. Face à cet exode massif et devant le péril économique et démographique que représente un pays qui se vide de ses habitants les plus jeunes et les plus actifs, les dirigeants de la RDA prennent la décision, avec l'accord de Moscou, de construire le mur de Berlin, immédiatement qualifié par les Russes de protection antifasciste. Le stéréotype qui fonctionne partout, c'est que ce sont les fascistes qui sont à l'ouest et les antifascistes à l'est. Et les fascistes, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent à nouveau reconstruire le fascisme, l'Allemagne fasciste. Et donc le mur, ça c'est le prétexte idéologique évidemment, ça restera jusqu'au bout, jusqu'à 1989, un élément de propagande de l'Allemagne de l'Est. Les autres sont des fascistes, et nous sommes des vrais antifascistes. Ce qui est contraire d'ailleurs à l'histoire elle-même, puisque énormément d'anciens nazis sont intégrés dans l'appareil administratif de l'Allemagne de l'Est. Très tôt dans la matinée, le dimanche 13 août 1961, le mur commence à se construire. Les rues sont dépavées, les autoroutes et le métro sont coupés. Les immeubles proches de la frontière côté Berlin-Est sont évacués. La surprise est totale. En une seule journée, Berlin-Ouest est isolé du reste du monde. Les communistes sont persuadés que c'est une bonne chose, que c'est effectivement une protection sanitaire devant l'invasion possible des Allemands de l'Ouest qui veulent restaurer en quelque sorte l'Allemagne impérialiste, puissante, fascisante, enfin tous les mots possibles. Bon. Et puis il y a des gens simples qui sont étonnés, mais qui sont quand même sous le fruit de la propagande et qui se disent c'est peut-être pas si mal. Essayons-nous de faire de notre pays un jardin florissant, exceptionnel, pour montrer aux autres notre supériorité. Et puis la grande masse des citoyens est choquée, bien entendu, parce que le mur s'est traduit concrètement par la division des familles, par exemple.
C'est-à-dire qu'on retrouve une partie de votre famille à l'ouest, l'autre à l'est, ce qui est une sorte de chirurgie brutale sur le corps social et qui provoque l'angoisse, le mécontentement. Les gens se pressent pour faire les valises en pensant que c'est encore le temps, tant que le mur n'est pas complètement construit, de passer. Et donc c'est plutôt ça. Et évidemment à l'ouest, c'est la grande protestation. Le soir même, Willy Brandt, le bourgmestre de Berlin, fait un discours parlant de ces mesures illégales et inhumaines qui divisent l'Allemagne, oppriment Berlin-Est et menacent Berlin-Ouest. C'était un mur qui, à la limite, divisait pas simplement Berlin, ça divisait l'Europe et ça divisait même le monde, entre deux blocs. Et au départ, il a été construit pour empêcher les Berlinois de l'Est de venir à Berlin-Ouest. Le mur a été construit en plusieurs semaines, mais la séparation a été installée pendant la nuit sous forme de barrages et de fils de fer barbelés, sachant que c'est par la suite, évidemment, que l'ouvrage d'art, si j'ose dire, a été créé. Le 14 août, la porte de Brandebourg, symbole de la puissance triomphante de la Prusse et monument mondialement connu, est fermée et recouverte de barbelés. Cette image va faire le tour du monde. Tout d'abord élevé à la hâte, avec des poteaux de bois et des réseaux de barbelés sommaires, surveillés par des gardiens peu convaincus, le premier mur de Berlin va s'avérer peu efficace. Devant cet état de fait et les nombreuses tentatives de passage en force, les dirigeants est-allemands vont rapidement faire construire un vrai mur en maçonnerie, surmonté de barbelés. Ils y ajoutent ensuite des centaines d'obstacles divers, des miradors et des tours de guet. Pendant les 28 années de son existence, la frontière ne va pas cesser de se renforcer. Berlin est coupé en deux, défiguré par du béton, des barbelés et des miradors. Sur les 81 points de passage existants à Berlin depuis 1945, 69 sont immédiatement fermés le 13 août 1961. Il n'en reste plus que 12. Peu de temps après, il n'en restera plus que 7 seulement, dont le fameux Checkpoint Charlie. Il est célèbre essentiellement, je dirais, à cause des films d'espionnage, parce que c'est un des lieux de passage disons emblématiques entre l'Est et l'Ouest, où se font les échanges d'agents secrets, d'espions, etc. Donc c'est surtout ça. Checkpoint Charlie, c'est dans le mur de Berlin, le point de passage le plus connu. Il est situé en secteur américain, et les photos de sa guérite, de sa protection en sac de ciment, de son drapeau et de son célèbre panneau ont fait le tour du monde. C'est par là que devaient passer tous les étrangers désirant se rendre à Berlin-Est. Le 25 octobre 1961, Checkpoint Charlie a été le théâtre d'un moment terriblement périlleux, qui a failli dégénérer en affrontement armé et déclencher une guerre Est-Ouest. Un moment de tension extrême qui durera 2 jours, chars russes et américains se faisant face de part et d'autre de celui-ci. Depuis 1963, un grand musée situé juste à côté du Checkpoint Charlie retrace l'histoire du mur, de sa construction à sa chute, avec un panorama quasi complet des diverses tentatives d'évasion, depuis les plus préparées jusqu'aux plus rocambolesques. Considérée encore trop perméable, la construction à ce stade va aboutir en 1975 au mur que nous connaissons aujourd'hui. Une véritable barrière quasi infranchissable, constituée de plusieurs lignes différentes. Devant les photos, il est quasi impossible de ne pas faire un parallèle avec les sinistres clôtures des camps de concentration nazis. Une première ligne d'obstacles tournée vers l'est est constituée de poteaux hérissés de barbelés électrifiés. Juste derrière a été aménagé un espace anti-véhicule équipé de hérissons tchèques, sorte de hérissons en acier. Plus de 300 miradors et tours de guet occupés par des gardes armés, flanqués de projecteurs, complètent le dispositif faisant face à l'est. Au pied des tours, côté ouest, une route destinée aux véhicules de patrouille a été aménagée. Les patrouilles à pied accompagnées de chiens utilisent aussi cette route. Un fossé anti-char profond a été creusé juste avant le dernier obstacle. Ce dernier obstacle, enfin, c'est le mur proprement dit, composé d'éléments de béton d'1,20 m de largeur et de 3,60 m de hauteur.
Ces éléments sont surmontés d'un tuyau et de barbelés, empêchant l'escalade et l'utilisation de cordes ou de grappins. Environ 45 000 segments vont être utilisés pour construire une longueur de mur de 43 km dans Berlin même. Au total, la frontière entourant Berlin-Ouest fait 112 km de longueur. Des champs de mines aux endroits découverts, des pièges sous-marins dans la Spree ou le canal, voies d'eau traversant Berlin et bien d'autres pièges encore sont aussi disposés tout au long du mur. Au cours de ses 28 années d'existence, le mur va connaître bien des incidents, dont certains tragiques. Les gardes du mur reçoivent immédiatement l'ordre d'arrêter toute personne tentant de franchir le mur. Aucune restriction sur les moyens à employer ne sera donnée. Tirer à vue est la consigne. La Volkspolizei, qui est chargée du maintien de l'ordre et de la sécurité en Allemagne de l'Est, et qui est naturellement chargée en particulier de la surveillance du mur, puisqu'évidemment l'enjeu pour le régime, c'est, je répète, que ce mur soit vraiment infranchissable, et que la situation, disons, de démarcation de l'Allemagne de l'Est, la fameuse Abgrenzung, soit efficace et empêche les citoyens est-allemands d'imaginer qu'ils ont un avenir ailleurs que dans la République socialiste. La première victime du mur, le 24 août 1961, est un jeune Allemand, Gunther Litfin, abattu par les policiers en tentant de prendre la fuite à la nage en traversant la Spree. Un des épisodes tragiques les plus connus est la mort de Peter Fechter, jeune Allemand de 18 ans le 17 août 1962. Abattu par les Vopo à quelques mètres de Checkpoint Charlie, il va rester plus de 45 minutes étendu au sol avant que les Vopo, sous la pression des soldats américains menaçant de passer la frontière, ne viennent le récupérer. Resté trop longtemps sans soins, il succombera à ses blessures quelques heures plus tard. Une des dernières victimes du mur, le 8 mai 1989, est le jeune Winfried Freudenberg, mort de froid en tentant de franchir la frontière à bord de la nacelle d'un ballon en plastique de sa fabrication. Au fond, les dirigeants est-allemands sont des dirigeants assiégés, qui savent que l'existence de l'État est-allemand ne tient finalement qu'à l'occupation soviétique, au contrôle policier de la population et à l'existence du mur de Berlin, justement. D'où leur acharnement à défendre l'étanchéité de ce mur. C'est différent de parler d'un pays et de vivre dans ce pays. Et les Allemands de l'Est vivaient la réalité du socialisme, qui était une réalité de privation de liberté d'expression, mais aussi des difficultés économiques. Et pendant ce temps, l'Allemagne de l'Ouest montrait un modèle très différent. D'abord démocratique, où l'expression était autorisée, il y avait des partis, pluralisme, et aussi d'un certain bien-être. Et ça, c'était d'ailleurs tout le temps cette dynamique double d'attirance occidentale par rapport à la misère orientale a joué comme une sorte de force magnétique pour attirer les Allemands, d'où d'ailleurs pendant l'existence même du mur, ces tentatives multiples avec un imaginaire extraordinaire pour trouver des moyens de passer le mur fonctionnent par milliers. Pendant 28 longues années, les Allemands de l'Est ne vont pas cesser d'essayer de passer à l'Ouest. Certaines tentatives délirantes, parfois improvisées, vont se terminer tragiquement. D'autres, beaucoup plus organisées, parfois planifiées sur une très longue durée, vont aboutir à une fin heureuse. Les hommes ont toujours été inventifs. Et pour franchir le mur, ils vont rivaliser d'ingéniosité et d'intelligence. Tous les moyens sont bons pour passer à l'Ouest. La voie des airs sans obstacle semble être une solution évidente immédiate. 2 familles complètes, soit 8 fugitifs, vont ainsi réussir leur évasion en utilisant une montgolfière artisanale de leur fabrication. Divers autres moyens de passer par les airs vont être essayés, du deltaplane au moteur fusée portatif installé sur le dos d'un fugitif. D'autres astuces vont être essayées avec plus ou moins de réussite. Des canoës-kayaks évidés, transportés sur le toit d'une voiture où une personne peut se dissimuler. Une mini-torpille sous-marine pour franchir la Spree, rivière qui traverse Berlin. Le coffre truqué d'une voiture comportant un double fond habilement camouflé.
Parmi les tentatives réussies les plus remarquables, il faut citer celle incroyable où 57 personnes vont passer sous la frontière en empruntant un tunnel creusé à partir des sous-sols d'un immeuble de Berlin-Est. Le chiffre exact des victimes n'est pas précisément connu. On estime qu'environ 200 Allemands de l'Est vont perdre la vie en essayant de passer à l'Ouest et que plus de 200 autres ont été blessés en tentant de fuir l'Allemagne de l'Est. Des centaines d'autres ont été arrêtés et jetés en prison. L'ordre de ne plus tirer sur les fugitifs ne sera enfin donné par Erich Honecker, dirigeant de la RDA, que le 3 avril 1989. C'était inévitable qu'il fallait ouvrir le mur. Si on n'ouvrait pas, c'était l'explosion. Et de deux choses l'une, ou bien la foule prenait d'assaut le mur, donc c'était le massacre, ou bien alors, il fallait ouvrir le mur comme une soupape pour calmer l'effervescence en Allemagne de l'Est. Dès sa construction et pour la grande majorité des Allemands, il devient évident que ce mur est une erreur et doit disparaître. Vers la fin des années 70, Willy Brandt en RFA et Erich Honecker en RDA mettent en place une politique de rapprochement entre les deux pays. Mais il y a un autre événement qui est très important. Il se passe le 2 mai 1989. C'est un événement qui dure, 15 secondes, 20 secondes. Et bien, ce sont des images de télévision. Sur les télévisions d'Allemagne de l'Ouest, on montre des ciseaux qui coupent les fils de fer barbelés qui séparaient l'Autriche et la Hongrie. Personne ne comprend la portée réelle à ce moment-là. C'est le démantèlement symbolique du rideau de fer, disons des fils barbelés justement, entre l'Autriche et la Hongrie. Un grand nombre d'Allemands de l'Est va se précipiter en Hongrie et se réfugier dans l'ambassade de RFA à Prague. Il y a des élections municipales en mai 89 en République démocratique allemande qui sont truquées, comme d'habitude. Mais ce qui n'est pas comme d'habitude, c'est qu'il y a des gens qui commencent à protester. La pression populaire se fait de plus en plus forte au cours des années 80, réclamant de plus en plus de liberté et une réunification des deux Allemagnes. Il y a un homme qui est arrivé au pouvoir à Moscou, qui va changer le cours du monde. C'est Mikhail Gorbatchev. Lors des manifestations, Gorbatchev ne pouvait pas utiliser la force, ni les Allemands de l'Est, parce qu'il y avait le spectre de Tiananmen, qui a été l'écrasement de la révolte estudiantine. Donc on ne pouvait pas utiliser la force, la répression. Et une fois qu'on ne peut pas utiliser la répression, le système tombe. L'URSS va laisser faire. Mikhail Gorbatchev, lors de sa visite officielle en RFA en 1987, va inaugurer la perestroïka, une politique de détente. Leipzig, c'est une ville qui accueille chaque année, 2 fois par an, une foire internationale. Il y a des caméras de télévision ouest-allemandes qui arrivent à Leipzig et qui vont se mettre, on ne sait pas pourquoi, devant une église qui depuis des années accueille des groupes protestataires, mais qui veulent la réforme donc, du système. Des gens ne sont pas d'accord. Et aussitôt que les journalistes lèvent leur caméra, il y a des gens qui commencent à crier « Nous sommes le peuple, nous voulons la réforme, pas de violence ». Et ces gens-là vont commencer à manifester. Mais va venir un événement important, début octobre, la République démocratique allemande doit fêter son anniversaire. C'est un moment très important pour le régime, pour se présenter à l'opinion publique internationale. Gorbatchev vient à ces cérémonies. Or, Gorbatchev
sermonne en quelque sorte Honecker. Il lui dit « Ceux qui sont en retard dans l'histoire finissent par être punis ». Publiquement, il le dit ça. Et en même temps, des jeunes manifestent, non seulement à Berlin-Est, mais dans d'autres villes du pays. Et là, c'est la répression. La Chine applaudit. N'oubliez pas que en juin 1989, il y avait eu la manifestation de Tiananmen. La RDA est complètement débordée par ce massif mouvement populaire. Après cette répression des 7 et 8 octobre, il y a cette manifestation du 9 octobre, le lundi à la... Qu'est-ce qui va se passer? Les gens ont peur. J'ai interviewé les gens, après coup, bien sûr. Ils avaient très très peur de se rendre à l'église. Dans la presse le matin, on avait dit qu'ils n'hésiteraient pas à tirer sur la foule. Eh bien, les gens y vont quand même. Erich Honecker, accroché à ses positions anti-réformistes, doit quitter le pouvoir. À sa suite, le 7 novembre 1989, c'est tout le gouvernement communiste qui démissionne collectivement. Dès lors que le régime de Honecker est renversé, ces manifestations s'expriment de manière de plus en plus ouverte. Et en effet, un des slogans qu'on voit apparaître, c'est « Wir sind das Volk », c'est-à-dire « nous sommes le peuple », ce qui est une manière de rappeler à cette démocratie populaire qui est fondée normalement, sur la souveraineté du peuple, que le régime, au fond, a trahi cette cause initiale et que désormais, le peuple veut reprendre ses droits, et en particulier son droit à la démocratie, à la liberté, etc. Le 9 novembre 1989, dans la journée, c'est la conférence de presse d'un des membres du bureau politique, Günther Schabowski, qui va mettre le feu aux poudres. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Il y a un malentendu probablement, bureau politique, Schabowski a lâché quelque chose, et puis soudainement, tout le monde est allé, les Vopos n'ont rien compris, le mur s'est ouvert. Immédiatement, et sans se concerter, tous les Berlinois vont se ruer vers le mur. En quelques heures, les douaniers et les gardes sont débordés. Une seule fois dans ma vie, j'aimerais passer sous la porte de Brandebourg et aller faire un tour de l'autre côté. Je n'y suis jamais allée. C'est si difficile. Devant l'impossibilité de faire face et sans ordre clair, ils finissent par reculer et laissent passer le flot humain sans plus exercer aucun contrôle. Berlin explose de joie. Tout le monde est dans la rue. Les Berlinois de l'Ouest accueillent à bras ouverts leurs frères de l'Est. Les scènes de retrouvailles sont émouvantes. La porte de Brandebourg est prise d'assaut. Les Berlinois vont s'asseoir à califourchon sur le haut du mur, sous le regard étonné et impuissant des Vopos. J'avais 9 ans et on regardait les informations et tout d'un coup, cet événement envahissait les informations. C'était arrivé la nuit, je crois. Et toute la nuit, on a passé devant cette télévision, avec le téléphone à la main, à appeler les gens qu'on connaissait pour comprendre cette joie qui perçait l'écran. La fête est partout. Elle va durer toute la nuit. Au petit matin, les images du mur, couvertes de bouteilles de vin et de champagne, vont être diffusées par les télévisions du monde entier. Dans toute l'Allemagne, les journaux vont titrer « Le mur est tombé ». Dès le jour suivant, les Berlinois vont commencer à détruire le mur. Des centaines d'hommes et de femmes vont attaquer ce symbole de l'oppression au marteau et au burin. Ce bruit caractéristique leur vaudra rapidement le surnom de pivers du mur. Et tous les jours, il y avait plein de gens qui tapaient avec leur marteau, plein de touristes qui venaient photographier. Les petites pierres, elles se vendaient, donc nous, gosses, on y allait aussi taper, faire notre petit marchandage avec les touristes. En quelques mois, l'ensemble va être complètement démantelé. Le mur a vécu. Du monde entier, des personnalités vont affluer vers Berlin.
Le violoncelliste russe Miroslav Rostropovitch, déchu de sa citoyenneté soviétique en 1974 et passé à l'Ouest, va donner au pied du mur un concert impromptu devant des centaines de Berlinois fous de joie. Des hommes et des femmes ont été les acteurs parfois tragiques de la vie du mur. Qui sont-ils ? Les conséquences de la construction du mur et de la fermeture de la frontière pour les Berlinois sont catastrophiques. Des familles vont ainsi être séparées pour de longues années et ne pourront se voir qu'avec de grandes difficultés, pendant de très courtes périodes, parfois même seulement de loin, de part et d'autre du mur. En 1963, et seulement pour les fêtes de fin d'année, quelques autorisations de passage seront délivrées. Ce n'est qu'à partir de 1970 que ces mesures vont être assouplies et permettre ainsi aux familles de se voir plus souvent. Toute une économie va être asphyxiée par la séparation en deux de la ville. 63 000 Berlinois de l'Est vont perdre leur travail à l'Ouest et 10 000 Berlinois de l'Ouest vont perdre le leur à l'Est. Des centaines d'entreprises vont cesser leurs activités, ayant perdu leurs clients. Du fait même de la division de la ville, de nombreuses infrastructures vont devoir se dédoubler, augmentant encore le coût technique de cette séparation. Toutes ces raisons expliquent la fragilisation de la société berlinoise. Les gardes du mur, les redoutés Vopo, surnom donné à la police du peuple, la Volkspolizei, vont être les acteurs incontournables de la vie du mur. Ils vont pendant 28 longues années garder le mur, en faisant preuve d'une efficacité redoutable. Ils seront rapidement détestés par tous les Berlinois de l'Est comme de l'Ouest. De nombreux Vopo vont aussi choisir la liberté et profiter de leur statut privilégié pour passer à l'Ouest. Plusieurs d'entre eux, grâce à leur parfaite connaissance du mur, aideront ensuite les passeurs à mettre en place les filières d'évasion. Certaines de leurs photos vont devenir célèbres. Celle du Vopo en lunettes noires, archétype de la sale gueule du gardien de prison. Celle du Vopo soulevant les barbelés pour aider une petite fille à se faufiler par-dessous. Celle du Vopo sautant par-dessus les barbelés pour fuir à l'ouest. Submergés par le flot des Berlinois dans la nuit du 10 novembre 1989, les Vopo complètement débordés n'auront pas d'autre choix que de laisser faire. Leur détestable mission prend fin cette nuit-là. Récemment dévoilé, un document officiel des archives de la Stasi, la police politique de RDA, vient cependant relancer la polémique sur la responsabilité des dirigeants est-allemands en ce qui concerne les victimes du mur. Ce document, véritable permis officiel de tuer, daté d'octobre 1973, contient cette phrase destinée aux Vopo. « N'hésitez pas à faire usage de votre arme à feu, même en cas de violation des frontières par des femmes ou des enfants. » Ce document vient démentir toutes les déclarations des dirigeants du pouvoir en place à cette époque en Allemagne de l'Est, qui affirmaient jusqu'ici n'avoir jamais donné d'ordre précis aux gardes du mur. Une enquête va être ouverte, qualifiant ce document de véritable incitation au meurtre. De nombreuses personnalités internationales vont pendant près de 3 décennies user de leur influence pour tenter de changer le cours des choses. Des hommes comme Willy Brandt, maire de Berlin de 1957 à 1966 et futur chancelier de la République fédérale d'Allemagne, vont multiplier les interventions pour sensibiliser l'opinion mondiale sur le sort tragique de Berlin. Né le 18 décembre 1913 à Lübeck, Willy Brandt, de son vrai nom Herbert Ernst Karl Frahm, s'intéresse très tôt à la vie politique allemande. Il rejoint une branche du SPD, le principal parti socialiste d'Allemagne, en 1929, puis le SAP, Parti des travailleurs socialistes, en 1931. En 1933, il fuit l'Allemagne nazie pour fait de résistance et prend son pseudonyme de Willy Brandt, qui deviendra ensuite son nom légal.
Il obtient la nationalité norvégienne en 1940, puis réside en Suède jusqu'à la fin de la guerre. Il redevient allemand en 1948 et est élu bourgmestre de Berlin de 1957 à 1966. Il se présente au nom du SPD en 1961 aux élections au poste de chancelier, mais est battu par Konrad Adenauer. Puis en 1965, où il est à nouveau battu par Ludwig Erhard. Ce n'est qu'en 1969 qu'il accède à ce poste et devient un fervent inconditionnel des affaires européennes. Il inaugure également une politique d'ouverture vers les pays communistes avec la création de son programme de rapprochement vers l'Est baptisé Ostpolitik. Il démissionne de son poste le 7 mai 1974 pour des raisons d'espionnage d'un de ses assistants et est élu membre du Parlement européen de 1979 à 1983. Il décède le 8 octobre 1992 à Unkel et laisse entre autres cette citation à la postérité. « Ne l'oubliez jamais, celui qui laisse commettre une injustice ouvre la voie à la suivante. » Le 26 juin 1963, une des personnalités les plus charismatiques du monde, le président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, va prononcer à Berlin devant le mur un discours dont les propos vont entrer dans l'histoire. Today, in the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner. Kennedy a quand même un sens aigu du risque que comporterait une confrontation entre les États-Unis et l'Union soviétique, et il doit estimer, je peux me tromper, mais que le mur est somme toute un moindre mal, car après tout, cela expose aussi les défaillances de ce monde soviétique, obligé d'enfermer les habitants dans leur paradis. Il s'agit en fait d'enrayer une hémorragie de cerveau, une hémorragie démographique de Berlin-Est vers les zones occidentales. Par la suite, en 1987, un autre président des États-Unis, Ronald Reagan, va faire un discours devant la porte de Brandebourg qui se terminera par ces mots célèbres « Monsieur Gorbatchev, faites tomber ce mur ». Mr. Gorbachev, tear down this wall. Reagan a très bien compris deux choses. Premièrement, c'est quoi la course aux armements? C'est, je trouve une arme et vous trouvez la contre-arme. Et ainsi de suite. C'est ça la course aux armements. Et à un certain moment, on se réunit à Vienne, vous les Soviétiques et nous les Américains, et on se dit, écoutez, vous savez quoi, on fait un traité de désarmement. Et c'est quoi le traité de désarmement? C'est de prendre des armes obsolètes et de les jeter à la poubelle, et de recommencer, ainsi de suite. Reagan a compris que cette fuite en avant sous Brejnev risquait de provoquer la guerre. Et son brain trust a pensé qu'il fallait faire un saut technologique, qui est l'IDS, qui est la guerre des étoiles, pour casser cette course aux armements et obliger les Soviétiques à réfléchir un tout petit peu sur une nouvelle politique. Et là, les Russes ont été bloqués. Eux qui étaient dans des schémas classiques d'évolution, plus on produit de l'acier, plus on est fort, ont oublié que plus on produit le plus petit, plus on est fort. Au même moment, Gorbatchev se retrouve devant une déliquescence totale de l'Union soviétique. D'où l'idée de faire cette perestroïka qui est en quelque sorte utiliser quelques réformes. Cette politique va consister à transformer radicalement la politique soviétique avec pour objectif l'ouverture du bloc de l'Est vers l'extérieur. Il fallait que la situation internationale se calme. Très bien, Monsieur Gorbatchev, dit Reagan, lors de Reykjavik et lors de... On vous croit sur parole, mais faites des gestes. L'URSS devait créer une confiance avec les Américains pour avoir des crédits, pour arrêter la course aux armements et ainsi de suite. Mikhail Gorbatchev va suivre cette demande et devenir l'homme clé de ce grand moment de notre histoire contemporaine. Situation jetzt in der DDR gefährlich ist? Я не думаю.
Premier secrétaire du Parti communiste soviétique au moment des faits, il va favoriser la chute du mur de Berlin, simplement en ne s'y opposant pas par la force. A posteriori, il dit qu'il voulait que le mur tombe. À vrai dire, qu'est-ce que voulait exactement Gorbatchev? Il s'agissait vraiment de créer une sorte de système communiste à visage humain. Et ça, il n'a pas réussi, parce que la force de l'anticommunisme dans ce pays était bien plus importante. Et dès qu'il a dit quelque chose qui montrait sa tolérance et sa volonté de ne pas réprimer le mouvement libertaire, de libération, tout le monde s'est engouffré dans cette brèche et ça a suffi pour démolir le mur. Ce jour-là, le monde a basculé. L'après-chute du mur de Berlin peut commencer. Le bilan humain est immédiat. Des familles séparées parfois depuis des décennies sont enfin réunies dans une atmosphère de joie intense et d'émotion. On a passé toute la nuit devant la télévision à voir des gens qui traversent la nuit la frontière, enfin ces images que tout le monde connaît en fait, en Trabant, la voiture de l'Est à l'époque. Et fou de joie, et on disait qu'il recevait 100 marques de cadeaux d'accueil. Et puis c'était la rigolade sur les bananes qu'ils vont acheter et les produits qui ne pouvaient pas s'acheter avant. Un marché de consommation colossal s'ouvre à l'Est, marqué par des dizaines d'années de privation et de dénuement. Berlin retrouve son unité et redevient une ville à part entière. Dans le courant des années 90, elle retrouvera sa place de capitale de l'Allemagne réunifiée. Mais tout ceci s'accompagne aussi de conséquences moins heureuses. Le coût de la réunification est colossal. Il faut remettre toute l'économie obsolète et assistée de l'Est aux standards de l'Ouest. La situation en ex-RDA va devenir de plus en plus difficile au fil des mois. Il y a des gens, certainement un pourcentage important, mais pas la majorité, qui ont été les perdants de la chute du mur et du coup qui se retrouvent au chômage. Donc eux souvent râlaient. Ils disaient que c'était pas une liberté, le capitalisme. Ils avaient la nostalgie, la nostalgie, on disait. La chute du mur de Berlin a donc permis aux Allemands de l'Est d'accéder à la liberté, de pouvoir renouer les liens avec leurs proches et d'avoir la possibilité d'aller chercher ailleurs une vie meilleure. Mais la précarité de la situation des Allemands de l'Est va peu à peu devenir un vrai problème. Les conséquences politiques de la chute du mur de Berlin sont considérables et multiples. Tout d'abord, les deux Allemagnes vont se réunifier dès 1990, recréant une grande puissance économique, financière et politique et rééquilibrant le centre géopolitique du pays vers l'Europe centrale. Ensuite, la chute du mur de Berlin annonce à moyen terme la fin de la suprématie communiste en Europe de l'Est. Un par un, tous les anciens pays adhérents du pacte de Varsovie vont reprendre leur indépendance vis-à-vis du grand frère soviétique. 9 ans seulement après la chute du mur en 1998, l'Estonie, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovénie vont ainsi demander à faire partie de la CE. En 2000, 5 autres pays, eux aussi d'anciens adhérents du pacte de Varsovie, vont à leur tour demander à entrer dans la CE. La Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, la République slovaque et la Roumanie. L'URSS va elle aussi imploser. Nombre des républiques qui constituent cet ensemble vont demander leur autonomie. Parmi elles, l'Ukraine sera l'une des premières à accéder à l'indépendance en 1991. La chute du mur de Berlin a entraîné des changements majeurs dans l'ordre mondial. À bien des égards, la date du 10 novembre 1989 représente pour beaucoup d'historiens la vraie fin du XXe siècle. Elle est aussi un moment clé, charnière, qui solde les comptes une fois pour toutes des conséquences de la Seconde Guerre mondiale.
Le 8 mai 1945 s'achève la Seconde Guerre mondiale en Europe. Berlin est alors un champ de ruines que les 4 vainqueurs se partagent. Français, Anglais et Américains à l'ouest et Russes à l'est. Le 24 juin 1948, Staline ordonne le blocus total de Berlin-Ouest. Les Alliés ripostent et organisent un gigantesque pont aérien jusqu'à la levée du blocus par Staline le 25 avril 1949. Berlin-Ouest demeure aux mains des Alliés et le rideau de fer se met peu à peu en place. Fin 1949, la RFA et la RDA sont créées, concrétisant la séparation des deux Allemagnes et l'isolement définitif de Berlin-Ouest. Malgré cela, et jusqu'en 1961, près de 4 millions d'habitants de l'Est passent à l'Ouest grâce au point de passage de Berlin. Afin de stopper cet exode aux conséquences économiques majeures, les dirigeants communistes font ériger en une nuit le mur de Berlin, le 13 août 1961. Seuls 7 des 81 points de passage restent ouverts, dont le fameux Checkpoint Charlie, situé en secteur américain. Le mur devient de plus en plus imperméable au fil des années. Miradors, tours de guet, barbelés, murs en béton et obstacles divers se multiplient et le renforcent. Pendant 28 ans, des milliers d'Allemands multiplieront tentatives d'évasion et passage en force, bravant les sinistres Vopos. Plus de 200 personnes y laissent la vie et des centaines d'autres sont blessées ou emprisonnées. De nombreuses personnalités protestent contre le mur de la honte, notamment Willy Brandt ou John Fitzgerald Kennedy qui prononcent dans les années 60 un discours historique s'achevant par ces mots « Ich bin ein Berliner ». Au milieu des années 80, la perestroïka de Gorbatchev initie une véritable politique de détente qui permettra la chute du mur de Berlin. Les grandes manifestations du 7 octobre 1989 où l'on scande « Wir sind das Volk » entraînent une grave crise politique. Le gouvernement Honecker démissionne. À ce succès s'ajoute l'assouplissement des formalités de douane annoncé le 9 novembre. Les Berlinois se présentent alors spontanément en masse devant les points de passage. Pris d'assaut et débordés, les gardes du mur laissent passer la foule. C'est une nuit de folie et de liesse dans tout Berlin. La porte de Brandebourg est prise d'assaut. Le lendemain, les journaux du monde entier titrent « Le mur est tombé ». Les conséquences de la chute du mur de Berlin sont énormes. L'Allemagne se réunifie, recréant en Europe centrale un pôle économique et politique puissant. Le coût social et financier de la réunification est cependant colossal et contribue à créer une grande précarité en ex-RDA. Mais surtout, le bloc soviétique implose peu après. L'URSS se disloque elle aussi. Toutes les anciennes républiques soviétiques, l'Ukraine la première, accèdent bientôt à l'indépendance. Ich bin ein Berliner. Power that pervades everything. I have a dream. Power that pervades everything.